Quoi qu'il arrive dorénavant, la guerre actuelle, le rapport de force fondamental entre les deux axes, les deux blocs, le fameux axe de la résistance, le pan-chiisme iranien et pro-iranien dans la région, d'une part, et d'autre part, un bloc ou un axe beaucoup plus vaste d'ailleurs, qui va du Maroc à Israël, de la plupart des Européens aux États-Unis, en passant bien sûr par les États arabes sunnites modérés, eh bien le rapport de force entre ces deux blocs est en train définitivement de basculer au détriment de l'Iran. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Frédéric Ancel. Frédéric, bonjour. Bonjour, cher Daniel. Merci d'être avec nous ce matin et nous voulions avec vous essayer de commencer. Je rappelle à nos auditeurs qui ne le savent pas encore que vous êtes géopolitologue, auteur de nombreux ouvrages, en particulier sur ce qui se passe ici au Proche et au Moyen-Orient et auteur de La guerre mondiale n'aura pas lieu aux auditions Odile Jacob. Alors avec vous, je voudrais que l'on commence, on commence à dresser ou à tracer plutôt les contours de ce à quoi va ressembler le Proche et le Moyen-Orient de l'après-guerre. Est-ce que vous pouvez déjà tracer, on va dire, ces contours ? Alors, sinon les contours, en tout cas, un nouveau paradigme. Ça, c'est certain. Quoi qu'il arrive dorénavant, je dis bien quoi qu'il arrive, de la guerre actuelle, le rapport de force fondamental entre les deux axes, les deux blocs, on va les appeler comme ça, même si leurs contours sont parfois un petit peu flous, entre d'une part, le fameux axe de la résistance, le pan-chiisme iranien et pro-iranien dans la région, d'une part, et d'autre part, un bloc ou un axe beaucoup plus vaste d'ailleurs, qui va du Maroc à Israël, de la plupart des Européens aux États-Unis, en passant bien sûr par les États arabes sunnites modérés, eh bien le rapport de force entre ces deux blocs est en train définitivement de basculer au détriment de l'Iran. Pourquoi je suis aussi affirmatif ? Parce que même si le régime actuel devait demeurer au pouvoir, ce que d'ailleurs je crois, j'espère me tromper, mais je crois qu'il peut très bien rester au pouvoir pendant encore plusieurs mois ou plusieurs années, eh bien ce régime sera tellement affaibli sur le plan militaire qu'il n'aura plus les capacités objectives de projeter de la puissance militaire et par conséquent politique, puisqu'au Moyen-Orient, cher Daniel, vous le savez aussi bien sinon mieux que moi, au Moyen-Orient, qui dit accroissement du rapport de force militaire, dit automatiquement la même chose sur le plan politique et vice-versa. Donc il ne pourra plus projeter sa capacité de nuisance, notamment non seulement sur Israël, mais sur les États arabes sunnites de la région, et par conséquent, nous aurons réellement un changement de paradigme à ce niveau-là. Donc vous êtes en train de nous dire que d'abord il est clair que l'affaiblissement du régime, voire sa disparition, va mettre fin à la menace qui pèse sur Israël depuis l'avènement du régime de Khomeini, mais que aussi on va assister à un changement de rapport de force très net. Est-ce que lorsque vous parlez de l'Iran, vous impliquez aussi les régimes qui l'ont soutenu, c'est-à-dire la Russie, c'est-à-dire la Chine, ou non ? Alors, votre question est très centrale. Et vous avez raison de ne pas mentionner le terme, de ne pas évoquer le terme impropre, galvaudé d'alliance. J'entends parler depuis des années d'alliance militaire, ou d'alliance tout court d'ailleurs entre Moscou, Pékin, ou d'un axe entre Moscou, Pékin et Téhéran. Beaucoup d'ailleurs ont élargi cet axe à Caracas. Alors je vous laisse apprécier tout de même la très grande pertinence de cet axe qui va jusqu'au Venezuela ces dernières semaines. Et je ferme cette petite parenthèse. En fait, entre Moscou, Pékin et Téhéran, il n'y a jamais eu, vous m'entendez bien, factuellement, ce que je dis est juste statutaire, c'est officiel. Il n'y a jamais eu d'alliance militaire contraignante. C'est-à-dire qu'en réalité, la Russie a signé un certain nombre de protocoles avec l'Iran. Il y a effectivement un partenariat diplomatique, on va l'appeler comme ça. Il y a un partenariat commercial avec en particulier les fameux drones Shahid vendus à Moscou et des ventes notamment de missiles S-300 russes à l'Iran, pas tant que ça d'ailleurs, mais enfin il y en a eu, mais pas d'alliance contraignante. Autrement dit, l'Iran, le régime iranien est aujourd'hui non seulement attaqué, mais de manière, lutte à la vie à la mort contre deux puissances, dont une moyen-orientale qui est Israël. La Russie n'intervient pas. La Chine, il en va de même avec la Chine. La Chine n'a jamais signé d'accord militaire contraignant
avec une puissance. Mais je vais vous dire, ça, avec la Chine, on peut remonter à 23, 24 siècles. Je parle bien de siècles. La Corée du Nord est un cas complètement à part qui est lié à la guerre de Corée de 50-53. Donc, si vous voulez, partant de ce principe-là, je rejoins votre question. Bien évidemment que la Russie et la Chine n'allaient pas intervenir d'un point de vue politique parce qu'ils n'y sont pas contraints. Mais j'ajoute un point presque technique. Regardez à quel point chaque arme qui sort aujourd'hui, qui est fabriquée qui sort des usines des montages, du complexe militaro-industriel russe, part directement sur le front ukrainien, où ça se passe très mal pour la Russie. Quant à la Chine, écoutez, elle ne fait pas la guerre hors de ses frontières depuis au moins, je le répète, une vingtaine de siècles. C'est pas maintenant qu'elle va envoyer des navires de guerre pour jouter face à deux groupes aéronavals américains qui représentent aujourd'hui sur cette planète le must absolu sur le plan militaire. Donc non, l'Iran n'a pas d'alliés, l'Iran est littéralement seul et l'Iran demeurera seul jusqu'à la fin. Alors, l'Iran n'a pas d'allié, mais de l'autre côté, on se retrouve avec un État d'Israël qui a un allié, avec une sorte d'union sacrée qui est presque stupéfiante. Dites-moi si je me trompe, mais historiquement, ça nous ramène aux alliés au moment du débarquement dans la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu une sorte de fusion entre des armées américaines et des armées d'un autre pays entre-temps. Alors, je vous rejoins totalement pour ce qui concerne Israël. Depuis la création, la proclamation d'Israël en 1948, jamais Israël n'a disposé d'un allié complet en phase offensive. Ça n'existe pas. Ni les États-Unis, ni d'ailleurs naguère la France, même pas d'ailleurs réellement à Suez en 56, etc. Donc ça, c'est une première. Et vous voyez, et ça renforce pour moi, c'est l'un des éléments constitutifs de la modification du rapport de force dont je vous parlais tout à l'heure. C'est marrant parce que vous employez un terme, un adjectif qui est très fort mais qui n'est pas faux, celui de stupéfiant. En tout cas, c'est sans précédent. Alors ça, c'est important et j'insiste, c'est important parce que non seulement c'est une première, mais c'est pas en phase défensive, c'est en phase offensive. Lorsqu'après le grand pogrom perpétré par les barbares du Hamas le 7 octobre, Joe Biden, le président américain, a envoyé un groupe aéronaval au large de Haïfa et du Liban pour empêcher le Hezbollah de frapper Israël, c'était tout à fait important, mais c'était en phase défensive, donc ça avait déjà existé. Là, c'est absolument sans précédent ce qui est en train de se produire dans le ciel iranien. Alors, est-ce que ça risque d'entraîner cette coordination, cette étroite coopération entre Israël et les États-Unis, on va dire susciter des envies de la part, par exemple, de pays qui semblaient être très proches, depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, proches des États-Unis, comme l'Arabie Saoudite, comme les pays du Golfe ? Vous savez, au Moyen-Orient, je le redis, mais de manière différente que la manière dont je l'ai dit tout à l'heure, si vous prenez de l'importance militaire, vous prenez de l'importance politique. C'est absolument mécanique. Regardez à quel point le Liban, aujourd'hui, non seulement une grande partie de la population, mais ça on le savait, mais une partie importante des députés, même des députés chiites du mouvement Hamal, alliés depuis la fin des années 80 au Hezbollah. Regardez à quel point le président de l'état-major se sont retournés contre le Hezbollah. Pourquoi ? Parce qu'ils ont découvert que le Hezbollah était méchant ou narcotrafiquant ? Non. Pas du tout. Parce que le rapport de force, depuis fin 2024, du fait des coups très durs portés par Israël à cette milice illégale et par ailleurs fanatique, ont été sévères. C'est ça la vérité. Alors maintenant, pour rejoindre très concrètement votre question, les États arabes du Golfe, en réalité, il y en avait deux qui étaient déjà signataires des accords d'Abraham, Bahreïn et les Émirats arabes unis. Aujourd'hui, ces États sont littéralement alliés d'Israël. Il n'y a pas d'autres termes, en tout cas, notamment en matière de renseignement. L'Arabie saoudite, dont on disait ces derniers mois qu'elle était très très gênée par ce type de rapprochement, par le rapprochement également entre l'Inde, la Jordanie, Israël et l'Europe, vous savez, c'est ce futur axe commercial très important. En réalité, l'Arabie saoudite a été directement frappée sur son sol, et pas seulement sur des intérêts américains ou sur une base américaine, en l'occurrence il n'y en a pas en Arabie saoudite, donc, ainsi que les autres États du Golfe. Donc aujourd'hui, ces gens-là se disent, de toute façon, ce régime que nous n'aimions pas, mais enfin, dont nous ne voulions surtout pas qu'il soit porteur de déstabilisation. Tant qu'il n'était pas trop à l'intérieur de nos frontières, ça ne nous gênait pas. Eh bien, ces gens-là, aujourd'hui, vous disent, mais attendez, il n'y a définitivement, en tout cas de manière extraordinairement pérenne, qu'une seule vraie
puissance extérieure au Moyen-Orient, ce sont les États-Unis. Bon, mais ça, votre humble serviteur le dit depuis des décennies, d'une part. Poutine est duplice avec tous ses alliés, il les abandonne en race campagne, et de toute façon, l'Iran n'est même pas un allié, et il n'a plus de base en Syrie. La Chine est très loin et ne pense qu'à sa jugulaire pétrolière, et les renseignements israéliens, l'aviation israélienne, la marine israélienne font de tels exploits que de toute façon nous n'avons pas le choix. Vous voyez, donc moi je pense que là aussi les États arabes du Golfe ne vont pas nécessairement rejoindre immédiatement les accords d'Abraham, mais je vais vous dire, à la fin des fins, peu importe que l'Arabie Saoudite rejoigne statutairement, officiellement les accords d'Abraham ou pas, qu'elle reconnaisse officiellement Israël ou pas. L'important, c'est que cet État considère au plus haut niveau qu'il est important, à tout le moins, d'entretenir de bons rapports avec Israël. Y compris pour un pays comme la Turquie qui pourrait tirer son épingle du jeu d'un affaiblissement de l'Iran ? Non, moi je pense qu'effectivement, c'est là aussi une question très fondamentale. Je pense qu'il y avait trois puissances, alors extrêmement disparates, dont les critères de puissance étaient extrêmement différents, dans le grand Moyen-Orient, l'immense Moyen-Orient, au sens très très large du terme, dans son acception, c'est en gros de l'Atlantique à l'Afghanistan. C'était Israël, la Turquie et l'Iran. L'Iran, c'est fini. Je le répète, quel que soit d'ailleurs le régime en place, c'est fini pour sans doute plusieurs décennies au moins. Reste la Turquie et Israël. Et de fait, la Turquie est extrêmement gênée. Je veux dire, le pouvoir turc actuel, très proche des frères musulmans, extrêmement hostile à Israël depuis 2009-2010 au moins, et soutient à des régimes ou à des groupes infra-étatiques qui sont eux-mêmes soit fréristes, soit très proches du djihadisme. Pour la Turquie, c'est très embêtant. Alors certes, dans le Caucase, c'est l'affaiblissement d'un concurrent, puisque dans le Caucase, je rappelle que l'Iran était plutôt proche de l'Arménie, tandis que la Turquie est évidemment alliée de l'Azerbaïdjan. Mais la question était déjà à peu près réglée depuis 2025 et l'accord de paix obtenu sous l'égide de Trump. Mais pour le reste, en Syrie, au Liban, en Égypte, en Jordanie, dans les États du Golfe, la Turquie se voit très durement concurrencée, non seulement sur le plan géopolitique, mais quelque part sur le plan sociétal et politique par Israël. Regardez, quand Israël est appelé par une partie importante des Druzes de Syrie, mais en guise de protection, qu'est-ce que ça signifie pour Erdogan, vous voyez. Donc on est là sur quelque chose, et idem d'ailleurs pour les Kurdes, entre parenthèses, même si c'est pas une histoire très très récente. Donc je pense qu'il reste deux puissances moyen-orientales considérables, l'une étant plus considérable que l'autre, c'est Israël, c'est donc bien sûr l'État hébreu et la Turquie. Alors une dernière question qui nous ramène justement à l'État d'Israël. On le sait, au moment du 7 octobre, au lendemain du 7 octobre, dans le monde arabe, on disait que la force de dissuasion israélienne, elle était au ras des pâquerettes, zéro, et c'est ce que m'avait dit un analyste politique arabe israélien. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que, peut-être pour s'inspirer de Zev Jabotinsky, la muraille de fer d'Israël, elle n'a jamais été aussi élevée ? Elle n'a jamais été aussi élevée et elle est extrêmement convaincante, contrairement à ce que disait. Moi aussi, j'ai entendu ce type de propos très hâtifs et paresseux. À l'époque, elle n'a jamais été aussi élevée. En fait, si vous voulez, j'utiliserai une métaphore achilléenne, si vous le permettez. Israël, le 7 octobre, c'est ce colosse à l'esprit et au QI très, très élevé, à l'esprit hypertrophié, disposant d'armes défense d'une cuirasse exceptionnellement importante, des armes offensives pratiquement sans précédent, et qui se balade en tongs sur un bout de désert ou de rocher où il sait parfaitement la villa dans la jungle, un scorpion ou une vipère, et il méprise tellement cet adversaire, en l'occurrence bien évidemment ce serait le Hamas, il le méprise tellement que, entre parenthèses, un petit peu comme le 6 octobre 73, je ferme la parenthèse. Oui, donc il le méprise tellement, sauf que là le Hamas est objectivement beaucoup moins puissant encore que la coalition syro-égyptienne de l'époque. Il le méprise tellement qu'il décide de marcher en tongs et il se fait percer le talon. Donc évidemment le mal il est très important, et les ricaneurs autour disent regardez. En réalité Israël n'est pas du tout si, mais c'est faux. Parce qu'une fois que vous êtes sorti de cette hubris consistante à considérer le Hamas comme moins que rien, et que vous chaussez réellement, et que vous êtes, et que vous partez sérieusement à la guerre, et que vous rétablissez sérieusement votre crédibilité dissuasive, alors vous êtes plus fort que jamais, et c'est exactement le positionnement d'Israël aujourd'hui.
Eh bien, Frédéric Ancel, merci beaucoup. C'était comme d'habitude toujours passionnant de dialoguer avec vous. Merci de nous avoir permis de mieux comprendre, on va dire, vers où on s'oriente dans les proches et Moyen-Orient pour les prochaines années. Merci d'avoir été avec nous. Bonne continuation. À bientôt, Frédéric.